Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et cette semaine, c'est une semaine spéciale. Déjà parce que vous le voyez, je brille telle une étoile à l'image. C'est parce que c'est l'enregistrement le jour de la canicule, parce qu'évidemment, fallait que ce soit au bon moment. Et puisque c'est la canicule, Kerr, il a décidé d'un peu ouvrir ses chakras et ses horizons. Il est parti, c'est l'aventurier. Il était une fois l'histoire de Kerr. Il était une fois le corps de Kerr. Et Kerr, cet aventurier, eh bien, il est parti où? Je vous laisse. Kerr, dis-moi, c'est sympa. Et tu vois toutes ces forêts et tout, mais au final, est-ce que tu es toujours obsédé par le point pognon? Bonjour mon cher Greg, bonjour à tous. Alors je suis là où tu m'as dit de venir faire de l'investigation sur le terrain. Et donc je suis là depuis au moins 3-4 heures à attendre que des nains et un hobbit descendent dans des tonneaux. Mais là pour l'instant je t'avoue que je n'ai rien vu. En tout cas je suis ravi que tu t'occupes de ce torrent de news que tu vas nous présenter en cascade. J'ai quand même un conseil à te donner, c'est de ne pas faire trop de vagues. Voilà. Mais bon, pas de vidéo news sans point pognon, alors c'est parti. Je vais pas vous faire une avalanche de chiffres, mais quelques infos en chaîne. Deadpool et Wolverine restent au sommet du box-office, même si une comédie romantique lui tient la corde. Jamais plus avec Blake Lively, qui les deux ont fait à peu près 50 millions, un peu plus de 50 millions ce week-end. Sachez que Deadpool et Wolverine a dépassé le milliard et que c'est le deuxième film seulement du MCU à le faire depuis le Covid. Alors pas de quoi en faire une montagne, hein. On est Vice Versa 2 et est encore loin devant Deadpool et Wolverine, et on sent déjà qu'il y a une érosion de ces recettes. Parlons de Borderlands maintenant, dont on n'attendait pas monts et merveilles. Le film, avec son gros budget, rêvait d'atteindre les hautes sphères, mais finalement il a terminé dans le ravin, avec des critiques plus que glaciales. 8 millions de dollars pour son premier week-end, 9% seulement d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, c'est catastrophique. On peut dire que c'est un rejet massif. Voilà. Concernant Trap de Shyamalan, c'est la chute libre, mais on sait que le chemin vers le succès est fort escarpé. Voilà, alors je suis attaqué par un bourdon alpestre. Bref, voilà, j'arrête avec mes jeux de mots. Je suis sur une pente glissante. Je sens que vous avez envie de m'attraper par le col, donc c'est à toi mon cher Greg, en piste. Définitivement, ça a l'air de te faire du bien, l'air de la montagne. Et merci pour toutes ces galéjades. Du coup, j'enchaîne les news. Alors, les copains, on fait un truc. Kerr, il est pas à côté de moi. Kerr ne peut pas entendre ce que je lui dis. Donc, on va supposer, histoire que je n'ai pas l'impression d'être complètement fou et de parler tout seul devant une caméra. Je vais vous prendre à partie pendant la vidéo. Comme ça, j'aurai l'impression qu'on l'a fait ensemble, quoi. Alors Disney, petite news Disney. Disney, ils ont décidé, c'est un petit peu le point pigeon de Kerr à retardement. Disney, ils ont annoncé pour la première fois qu'ils faisaient un mois de bénéfices sur le streaming. Et du coup, Bob Iger, il a dit ouais, en fait, c'est le succès de la créativité, je cite. Et il a expliqué que ils ont eu 183 nominations aux Emmys Awards sur du coup Disney+. Et pour lui, les shows qui ont le plus porté la plateforme, c'est Shogun, The Bear, Abbott Elementary. Et pour lui, donc, c'est ça qui a amené les gens à s'abonner à Disney+. Et il explique que du coup, il va y avoir un renforcement sur l'offre conjointe avec Hulu aux États-Unis. Pour nous, c'est tout est en bundle sur Disney. Mais sur le côté Hulu, il va y avoir de plus en plus de sport. Alors, on va le voir, hein, ça vient pas de nulle part si les plateformes nous parlent de sport. Ça va être par rapport à mes news sur les Jeux Olympiques, mais qui seront mes dernières news de la petite vidéo. Petite vidéo, vous êtes les seuls à savoir quelle est la durée de la vidéo. Moi, je me jette dans l'inconnu. Je ne sais pas si je fais une vidéo news de 10 minutes ou si je suis avec vous pour 2 bonnes heures. Donc, on va voir quelles sont les meilleures news de la semaine. Donc, en fait, du coup, qu'est-ce qu'il dit Bob Iger, le patron de Disney? Il dit on fait des bénéfices. Donc, en fait, quelle est l'étape d'après dans sa réflexion? Faire plus de bénéfices.
Et faire plus de bénéfices, c'est comment? Et bah, paf, aux États-Unis, il augmente de 2 dollars le coût de l'abonnement avec la publicité et de 2 dollars le coût de l'abonnement sans publicité. Ce qui fait qu'aux US, il passe à 10 dollars, donc c'est sans impôt, hein, et 16 dollars, 15,99, ça fait 16 dollars, pour l'abonnement premium. Ce qui veut dire que par rapport au prix que j'avais payé à l'époque où les plateformes, on croyait déjà qu'elles étaient chères, mais en fait, ils sont en train de nous dire qu'elles n'étaient pas chères, le prix a quasiment doublé de l'abonnement Disney+. Donc effectivement, s'il continue, bah, j'ai envie de dire, il faut qu'il continue d'avoir des abonnés, parce que là, à ce prix-là, va falloir quand même faire des choix. Et le truc, c'est que le bundle aux États-Unis qui inclut Hulu est passé, lui, à 19 dollars par mois. Donc voilà, donc vraiment les plateformes dont le prix continue de monter et de monter très très fort. Je sais pas où ça va. Je sais pas vous. N'hésitez pas du coup à le dire en commentaire, comme ça cette discussion aura lieu un peu à retardement, mais au moins elle aura lieu. Et du coup je sais pas vous en êtes sur vos abonnements, mais moi je sais par exemple que alors peut-être que The Acolyte a joué un rôle dedans, ça je vais pas vous le cacher, mais j'ai pour la première fois arrêté mon abonnement à Disney+. J'ai fait pareil avec Paramount+, et il y a un autre Max, que j'ai également arrêté, en tout cas j'ai programmé l'arrêt après, en cours de mois, et je me rends compte que j'avais quasiment toutes les plateformes il y a un an, et au final maintenant je fais de plus en plus de choix où je m'abonne vraiment pour un mois sur celles qui le permettent. Et sachant qu'on a la chaîne YouTube et qu'on essaye de toujours d'être alerte, c'est franchement très 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 je sais pas si vraiment il y a plein de personnes qui vont avoir comme ça 5, 6 plateformes. Parce que là, moi, je vous parle de ce que j'ai plus, mais j'ai toujours Netflix, j'ai toujours Prime, j'ai toujours Crunchyroll, j'ai toujours Apple TV pour on verra combien de temps. Ça fait déjà des grosses sommes d'abonnement, donc c'est vrai que si les prix doublent pour toutes les plateformes, j'ai envie de dire, ça va être compliqué de garder toutes les plateformes. Et on était en train de se poser la question de est-ce que toutes les plateformes vont survivre, et justement on arrive sur le sujet de Paramount avec Paramount+. Paramount+, qui avait déjà licencié 800 personnes sur l'année dernière, eh bien ils indiquent qu'ils vont maintenant licencier 15% de plus de leurs effectifs sur le territoire américain. Ils ont un plan qui a l'air d'être globalement centré autour du licenciement, mais de pas mal d'autres coûts. Et ils annoncent que jusqu'à 2025, ils veulent faire l'économie de 500 millions de dollars. Ok. Et du coup, Paramount, comment se passe l'augmentation des prix ? Paramount a perdu 2,8 millions d'abonnés. Alors, le patron de Paramount dit que c'est pas les prix, vous comprenez, ça c'est la stratégie. Ils auraient été exclus de bundle qui leur donnait beaucoup d'abonnés en Corée du Sud, et ce serait uniquement ça, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ils sont aujourd'hui à 68 millions d'abonnés. Ça fait pas beaucoup par rapport à Netflix, pour la petite anecdote. Puisqu'on parle du patron de Paramount, parlons d'un autre patron. Alors c'est une news qui n'est ni série ni ciné, mais cette news, moi, elle me donne le sourire, pas pour des bonnes raisons. C'est Elon Musk. Alors Elon Musk, ancien Iron Man, maintenant super vilain. Il suit peut-être Robert Downey Jr. Ce fut Iron Man, il sera il est Dr Doom. Et le truc, c'est que Elon Musk, après avoir insulté ses clients, donc les annonceurs publicitaires, en disant qu'ils peuvent aller se F eux-mêmes, il a décidé, donc on se dit, donc il insulte ses clients. Bon, ok. Et maintenant, il a décidé de mettre un cran au-dessus. Maintenant, en fait, il a décidé que Twitter, donc X, allait tout simplement attaquer en justice ses clients en disant que ils n'ont pas le droit de ne pas mettre de l'argent sur Twitter.
Voilà. Donc cette news n'a aucun rapport avec le ciné-série, mais je l'ai trouvée plutôt cocasse. Je sais pas pour ceux qui travaillent plutôt du côté, qui ont des clients, etc., etc. Mais imaginez du coup dire je t'attaque en justice parce que tu ne donnes pas tout ton argent. C'est pas sympa. Alors, autre news judiciaire, c'est du côté du parquet de Paris, cette fois-ci, que les différentes, les ayants droit, et principalement derrière, là, cette année, ça va être les personnes qui les diffuseurs de toute la Ligue 1, dont j'ai appris, ma chère Danielle, que la Ligue 1, c'est la Ligue McDonald's, parce que quand on a la classe, eh ben, on a le droit au Maxi Best-of. Et le truc, c'est que eh bien, cette news dit que en fait, McDo, enfin la Ligue 1, alors, je suis en train de tout confondre, la Ligue 1 McDonald's, donc la Ligue 1 Nuggets, eh bien, a attaqué en justice du coup pas mal de sites d'IPTV et des sites de streaming. Et en fait, ça va se passer au niveau des DNS pour les filous et les barbus. Donc les différentes plateformes que vont, enfin les différentes plateformes, les différents providers d'internet, Orange, etc., vont changer leur DNS pour que les gens qui essayent de se connecter aux IPTV et aux sites du coup pirates ne puissent plus, puisque du coup les sites ne renverront plus rien. Et donc en fait, on voit vraiment que la pression financière, hein, parce que tout ça c'est sous la chape de la bourse va très mal, donc les sociétés sont toutes en train d'essayer de gratter des revenus partout pour montrer que c'est pas non plus vraiment le bateau qui est en train de couler, mais ça va bien se passer, qui est le message qu'essaient de dire leurs investisseurs. Et bien, dans cette logique de non, le bateau il coule pas, c'est forcément la guerre au piratage. Chaque centime est un centime important à aller gagner. Et du coup, eh bien, même le foot du coup, se met à attaquer les sites de streaming. On enquille avec la guilde d'animation. Donc on a eu sur l'année dernière, on a eu donc la guilde des scénaristes, on a eu la guilde des acteurs, on a eu il y a quelques semaines la guilde des travailleurs de Disneyland aux États-Unis. Et bien maintenant, c'est la guilde pas des scénaristes, des guildes des personnes qui travaillent dans l'animation qui vient de voter la première étape pour entrer en grève. Évidemment, le sujet de l'IA est beaucoup sur la table. Et visiblement, les propos qu'ont donné un des fondateurs de DreamWorks il y a même pas un an sur le fait que d'ici quelques années, 80% des personnes qui travaillent dans l'animation vont sauter parce que l'IA pourra refaire leur travail, eh bien, je pense que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et les gens qui sont dans l'animation, eh ben, ils sont pas contents. Donc, du coup, ils veulent faire la grève. Évidemment, s'ils vont jusqu'au bout, je pense qu'il y a beaucoup d'annonces de Disney qui vont très vite avoir des gros problèmes. Donc, on verra s'ils plient aussi vite que par rapport aux travailleurs des parcs Disneyland. Ou alors là, la menace de grève, ils ont voté qu'ils pouvaient rentrer en grève. Ils ont tout de suite eu ce qu'ils voulaient. On verra si c'est tenu. Autre petite news, puisque je sais qu'il y en a pas mal qui regardaient la série The Witcher, en tout cas la première saison. Cling, cling. Oui, parce que bon, on sait tous que les saisons d'après, voilà. Eh bien, pourtant que je viens de découvrir que visiblement, je ne suis pas capable de faire des clins d'œil. Je n'ai pas l'option, tu vois, quand mes parents ont configuré l'achat de l'enfant avec, tu sais, comme une voiture, ils n'ont pas mis l'option clim, ce qui m'aurait servi aujourd'hui, et ils n'ont pas mis l'option clin d'œil. Du coup, le truc, c'est que eh bien, pour ceux qui aiment bien la licence The Witcher, la Witcher, le jeu quatrième du nom, eh bien, qui s'appelle le projet Polaris, eh bien, on vient d'avoir l'information officielle par la personne qui fait la voix que le Witcher 4 ne serait pas sur le personnage, ne serait pas centré, et on ne jouerait pas le personnage de Geralt des Rives. Voilà, donc pour ceux qui auraient bien aimé ou pas, et évidemment le personnage de Ciri est particulièrement ressenti comme le potentiel nouveau personnage principal. La news suivante, qui est le gros tunnel de news, il y a aux États-Unis un événement qui s'appelle le D23, le D23, non, je pense pas qu'ils disent ça comme ça aux États-Unis. Donc le D23, et donc en fait c'est quoi? C'est un gros événement sur 3 jours qui est une espèce de convention pour tous les fans de Disney. La première journée, c'est les grosses annonces.
Et la journée d'après, c'est du concert, des annonces de qui rentre dans le Hall of Fame Disney, etc. Eh bien, en fait, quelles sont les news de ce D23 qui a eu lieu ce week-end? Alors, je vais vous les faire un petit peu par thématique. Je vais commencer par Marvel. Donc, juste avant la D23, ils ont annoncé un nouveau planning. Il va y avoir le 14 février 2025, donc toujours Brave New World, Captain America. Il va y avoir le 2 mai 2025, Thunderbolts. Le 25 juillet 2025, Fantastic Four. Ensuite, il y aura le 7 novembre 2025, Blade, sachant qu'il bouge beaucoup ce petit Blade, donc on va voir s'il ne rebondit pas ailleurs. Il y a maintenant une place qui a été prise sans titre au 13 février 2026, puis au 1er mai 2026, Avengers Doomsday. Puis le 24 juillet et le 6 novembre 2026, il y a 2 places qui ont été prises sans confirmation de nom. Le 7 mai 2027, Avengers Secret War. Et ensuite, sur 2027, 23 juillet 2027 et 5 novembre 2027, 2 autres projets Marvel qu'on ne connaît pas. Est-ce que nous sommes hypés par toutes ces dates de films qu'on ne connaît pas? J'ai envie de dire, je ne sais pas. Puisque je ne connais pas ces dates, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la tête de Disney et de Kevin Feige, la machine est lancée. Et d'une manière générale, un peu pour faire mon introduction à ces news D23, il y a une année et demie, on avait dit que Disney, le cours de la bourse était scotché, c'était complètement viandé. Et du coup, les actions Disney, eh bien, ça faisait presque 10 ans qu'elles n'avaient pas été aussi basses. Et du coup, eh bien, la commandanture de l'époque avait tout de suite annoncé qu'ils voulaient se recentrer, refaire des projets qui marchent. Et l'année dernière, ils ont remis une couche en disant que bon, les films s'étaient pris tôle sur tôle. On rappelle, hein, c'était The Marvels tôle cosmique. Il y avait également La Petite Sirène qui est restée très petite au box-office. Et du coup, eh bien, ils ont annoncé qu'ils allaient ils allaient se recentrer autour des franchises qui font des sous, qu'ils allaient se recentrer autour de suites. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc ne soyez pas surpris si je dis beaucoup de 2, de 3, de 4, et que vous sentez que c'est de la suite, et du remake, et du reboot, et du multivers. C'est les plans de il y a 2 et 1 an qu'on voit arriver, que ce soit teasé ou que ce soit finalisé. Du coup, sur cette thématique, on va avoir une nouvelle série animée, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, et on a une version de monde alternatif de Spider-Man, là où en fait, eh bien, ce n'est pas Iron Man comme dans le MCU qui a un petit peu son papa mentor qui va l'aider, mais ça va être Norman Osborn. Alors c'est des versions de Spider-Man qu'on avait déjà vues, mais là, version animée, bon, il y a juste une image, donc je pense pas qu'il soit très avancé. Brave New World Captain America, de nouvelles images d'un personnage, d'un des antagonistes, je dis ça comme ça pour pas vous spoiler. What If, la saison 3 sera la dernière saison. Visiblement, ils aiment autant What If que nous, ou en tout cas autant What If que Care, je pense. Daredevil Born Again, eh bien, on a une bande-annonce, le retour du casting sur scène, mais globalement, ça arrive en mars 2025. Ironheart, ils ont eu, je pense que pour Daniel c'est très compliqué de mettre des images tellement j'avance, mais j'essaie d'avancer vite pour vous. Ironheart, la série, producteur Ryan Coogler, donc, qui est le réalisateur des Wakanda Forever et du coup de Black Panther 1, eh bien ils ont eu la bande-annonce qui n'a pas fuité, enfin qui a un peu fuité mais qui s'est fait tacler partout, donc on ne peut pas vous la montrer, mais ils ont eu la bande-annonce et on n'a pas de date à ma connaissance. En tout cas au moment où j'enregistre, je n'ai pas trouvé de date. Les Fantastic Four, First Steps, donc on rappelle, 23 juillet 2025, premières images du costume, bon, j'ai envie de dire, la news ne fait pas rêver. Agatha All Along, la série où depuis toujours, eh bien, cette série ne nous intéresse pas avec R. Eh bien, nouvelle bande-annonce, je l'ai regardée parce que je me suis dit il faut donner sa chance au produit, et j'avoue que je me suis dit que je ne la regarderai pas. Septembre 2024, c'est la prochaine série du MCU. Je sais pas à qui s'adresse cette série.
des fans de super-héros, mais qui en fait sont des fans de sorcières, qui seraient fans du personnage secondaire, mais qui n'était pas vraiment le personnage secondaire de la série Disney+, WandaVision. Je pense qu'on est vraiment sur un petit groupe de personnes. Donc si vous êtes hypé par cette série, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et pourquoi ? Parce que je ne comprends pas. Enfin, vraiment, je ne comprends pas cette série. Je ne sais pas pourquoi elle arrive. Mais en même temps, je ne comprenais pas pourquoi ils ont fait Hocus Pocus 2. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Alors, je sais que ça va être à peu près à la période d'Halloween. Mais en quoi ça va nous donner envie de regarder ça, je ne sais pas. Robert Downey Jr., il y a eu des informations un petit peu à côté de la D23, qui a dit qu'il a conditionné son retour au MCU avec le retour des frères Russo. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus présents. Et il y a des sites qui donnent une estimation de son salaire. Il est supposé qu'il toucherait 50 millions de dollars cash par film. Et le double si on compte son retour, enfin la part qu'il va toucher sur les sorties en salle. J'ai envie de dire, il aura bien gagné son week-end, mon cher Robert. Les news Star Wars, et oui, les news Star Wars. Alors pour moi, la première news n'est pas une news. Il n'y a pas de news The Acolyte saison 2. En termes de planning, il aurait vraiment... Enfin, si on regarde avec toutes les autres séries Star Wars live action qui sont sorties, l'annonce devait tomber entre avant et à la D23. Il y a une grosse campagne de la showrunneuse et de Disney avec des hashtags promotionnels qui ont été mis pour qu'on ait du coup un engouement populaire autour du retour de cette série. Eh bien, cet engouement n'a pas eu lieu, en tout cas ne semble pas avoir lieu pour l'instant. Et du coup, la première vraie info, c'est qu'il n'y a pas d'info The Acolyte saison 2, et ça c'est top. Deuxième info, c'est il y a eu des premières images teaser trailer. Pareil, tout le monde se fait strike de quiconque mais quoi que ce soit, de Mando et Grogu. Alors je sais pas trop quelles images ils ont montrées puisqu'ils viennent tout juste de commencer le tournage. Mais ça doit faire plaisir à tout le monde de voir The Mandalorian. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de voir les images. Pour un rappel, ça sort le 22 mai 2026 et c'est Favreau qui réalise, réalisateur entre autres de Iron Man. Voilà, Pedro Pascal évidemment reprend son rôle, ou en tout cas reprend la voix de son rôle, comme certains aiment bien le faire remarquer. Et Grogu va toujours être joué par une marionnette verte. Et ce sera, à mon avis, toujours l'acteur qui vole toutes les scènes, même si ce n'est pas un être vivant. News pas drôle. Alors pour le coup, pas drôle du tout. Il y avait des annonces, vous savez, autour du film sur la suite de Rey. Et visiblement, donc là, ils n'en ont pas reparlé. Et c'est peut-être parce que Daisy Ridley vient d'annoncer qu'elle a une maladie auto-immune qui est assez violente. C'est la maladie Graves. Voilà, donc on peut supposer qu'elle va devoir faire une pause plus ou moins longue à sa carrière. On lui souhaite tout le meilleur. Je n'ai pas du tout aimé 8 et 9, mais c'est pas pour ça que j'espère que Daisy Ridley, qui a été pour le coup très bien dans son rôle, ne se remette pas le mieux possible de ça. On en était à Andor. Andor, la saison 2, qui avait été annoncée pour le coup il y a très longtemps parce qu'elle avait eu un gros succès à la fois public et à la fois critique, surtout sur la deuxième partie de la série qui était vraiment géniale. Et bien du coup, il y a eu pas mal d'aperçus. Globalement, quasiment tous les personnages, si ce n'est tous les personnages de la saison 1, sont remontrés dans ce teaser, que nous ne pouvons pas vous montrer pour les raisons de strike de Disney. Et du coup, c'est assez chouette de les revoir. Et ce qui est cool, c'est qu'on a l'impression de voir, parce que vraiment pour moi, il y avait les premiers épisodes qui avaient peu de moyens, qui étaient tout petits, intimes.
Et après, il y a l'épisode The Eye, où d'un seul coup, les images sont magnifiques. Et on est sur le niveau The Eye et deuxième partie de la saison sur le trailer. Donc ça, c'est chouette. Petite news, deux petites news. Ils ont montré énormément de choses sur Skeleton Crew. Donc avec Jude Law, qui est la prochaine série Star Wars, puisqu'elle sort le 3 décembre 2024. Il y a des enfants qui vont faire un voyage dans l'univers avec quelqu'un qui est un force sensitive, mais il n'y a jamais eu l'utilisation du terme Jedi. Donc, est-ce que c'est un Jedi? Nous ne savons pas. La série a clairement deux inspirations fortes. La première, c'est Stranger Things. Il y a une vraie volonté de donner l'impression que cette série colle à la première saison de Stranger Things. Et la deuxième inspiration très forte qui se voit dans les images et qu'ils ont pu envoyer, c'est les Goonies, avec vraiment l'impression qu'on a une série d'enfants qui partent comme ça sur une recherche au trésor. On a même un robot qui fait un petit peu peur, qui fait penser à un des personnages, Sinoc, je crois, si j'ai pas oublié son nom, dans les Goonies. Je suis pas hyper chaud, mais je suis curieux. Ça pourrait être une belle surprise. Star Wars est toujours très bien quand c'est aussi dans un univers enfantin. Donc Stranger Things, Star Wars, les Goonies, quand on mélange tout ça, qu'est-ce que ça fait? Bah je sais pas. Nous aurons la réponse le 3 décembre 2024. Et alors, le plus what the fuck de tous, c'est une série, mini-série Lego Star Wars, Rebuild the Galaxy. Alors, concrètement, quel est le pitch? Alors, j'ai jamais joué au jeu Lego Star Wars, donc si c'est le pitch de tous les jeux Lego Star Wars, je suis désolé pour les puristes de Lego Star Wars. Mais en gros, le personnage principal va créer un espèce de multivers de Star Wars. Oui, je sais. J'ai utilisé le terme multivers et Star Wars, ça fait bizarre. Et du coup, il va devoir remettre l'équilibre dans la galaxie pour que les choses redeviennent, le monde alternatif redevienne le monde normal. Par exemple, Jar Jar Binks est un senior Sith. Par exemple, Luke Skywalker est un raté, has-been et tout. Et alors, truc un peu chelou, donc la voix de Luke Skywalker est faite par Mark Hamill, ce qui est plutôt globalement une bonne idée. Et dans le trailer, il fait des attaques et des blagues sur l'épisode 8 de Star Wars. C'est assez méta. C'est assez méta de, à la D23, montrer une version Lego qui se fout de la gueule de 8. Mais j'ai envie de dire, je ne suis pas contre. Et ça sort quand? Ça sort le 13 septembre 2024. Si vous êtes fan de Lego, de Star Wars et de Mark Hamill. On enchaîne avec les autres news qui, elles, sont l'univers Disney d'une manière générale. Alors, Avatar 3, très grosse news. Le film va s'appeler Fire and Ash, du feu et des cendres. Et les nouveaux Na'vi, ils ont l'air vraiment pas contents. Ils ont un look cendré, grisâtre. Et visiblement, on va repartir dans le côté très aérien, puisque ça a l'air d'être la nouvelle population Na'vi que nous allons rencontrer dans ce film, a l'air d'être des chevaucheurs de bêtes sauvages de Avatar. Je suis désolé, j'ai pas le terme technique. Les Indestructibles 3 ont été annoncés. Alors là, vous allez voir, quand on est sur du Disney pur, c'est une avalanche de 3, de suite, de reboot, de remake. Et franchement, si quelqu'un pouvait nous faire une musique qui s'appelle les reboots, les remakes, je serais assez chaud parce que là, on mettrait le jingle tout le temps. Donc, Indestructible 3. Donc, en fait, ils ont regardé tout ce qui faisait du blé et ils ont dit Indestructible 2, ok, on fait Indestructible 3. Il y a eu aussi. Je vous l'ai fait un peu dans le désordre des annonces. Il y a eu Percy Jackson et les Olympiens. Ils ont confirmé qu'il y avait une saison 2, qu'elle était en production. Ce qui est assez marrant, puisqu'il y a carrément les producteurs qui ont répondu sur où en était la production la semaine dernière. Donc bon, je pense qu'ils se sont un petit peu plantés sur leur com. Il y a le film Mufasa. Donc là, c'est pas The Lion King 2, c'est genre Lion King préquel. Donc qui est vous savez, en version live action, complètement CGI. Donc qui va sortir le 20 décembre 2024 et c'est Lin-Manuel Miranda qui va du coup faire la musique de ce film. Et pour info, Mufasa, ça sort le 20 décembre 2024.
Ensuite, il y a eu des nouvelles images du prochain film Tron, Ares, donc, qui va jouer à être avec Jared Leto et Cameron Monaghan, pour ceux qui aiment bien les Jedi Fallen Order et les Jokers dans la série Gotham. Voilà, si vous voulez placer cet acteur. Encore une fois, hein, ils prennent toutes les licences Star Wars et ils disent ok, comment on fait du cash. Lilo et Stitch va sortir en live action, donc surprise, 2025, enfin été 2025. Freaky Friday, donc là c'est vraiment, c'est pas le bout du tiroir parce que c'était un gros succès pour Warner financier, petit budget et gros revenu, donc Freaky Friday revient avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan en 2025 et ça va s'appeler Freakier Friday. Ensuite il va y avoir la comédie musicale Frozen qui va être sur Disney+ en 2025. Vous ne saviez pas qu'il y avait une comédie musicale? Eh bien, vous êtes content de savoir que ça vient sur 2025. Alors, vous vous dites, de l'argent et une suite, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Eh bien, Frozen 3, tout simplement. Frozen 3, c'est un monde où on se pèle un peu, mais où il y a du pognon. Hein. Donc, pourquoi pas y aller hein. Ensuite, il y a l'annonce du prochain Pixar qui va s'appeler Elio. Ensuite, il y a Zootopie 2. Vraiment, je vous avais prévenu, c'est des suites. Hein. Novembre 2025. Vous ne serez pas surpris que suite à l'énorme succès du coup Vice Versa, eh bien, ils ont annoncé qu'il y avait à avoir une série Vice Versa. Ensuite, il va y avoir la première série de Pixar sur Disney+, qui va s'appeler Win or Lose, excusez-moi. Il y a également Toy Story 5 qui est sorti. Vraiment, c'est un truc de ma boule, quoi. Les mecs, c'est vraiment l'usine de production. Et donc, je vous disais, c'est le World of Inside Out qui va sortir, qui s'appellera Dream Production, qui sortira en 2025. Et vous pouvez remarquer quand même alors Toy Story, c'est 2026. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis, c'est 2025. Donc, ils ont vraiment prévu de bourrer comme c'est pas permis l'année 2025, à la fois de contenu sur Disney+, et à la fois de contenu au ciné. Donc, Bob Iger, là, cette année, il s'est énervé, il est allé voir tout le monde et il a dit toi, tu me fais quelque chose ou pas, sinon t'as une baffe. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit Bob Iger, il est vieux et il est costaud, je suis pas sûr que je prendrai tranquillement la baffe. Et du coup, ils se sont mis à produire en folie. Mais là, c'est vraiment incroyable, quoi. On a l'impression de voir la présentation, le PowerPoint de Disney aux actionnaires, où ils ont dit genre Toy Story 4, ça fait des thunes, hop, Toy Story 5. Inside Out, ça fait des thunes, hop, on fait une série. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et alors, qu'est-ce qui gagne de l'argent pour Disney? Parce qu'on nous avait fait un dossier il n'y a pas longtemps. Ce qui gagne de l'argent pour Disney, c'est les parcs. Alors pour les parcs, je ne vais pas vous couvrir ça parce que ce n'est pas le but de la chaîne, mais il y a une palanquée d'annonces. J'ai l'impression qu'il y a une des journées où quasiment la moitié des annonces, ce ne sont que des annonces parcs. Des nouvelles attractions, des nouveaux spectacles qui vont arriver. Alors tout ne va pas arriver que à Euro Disneyland, c'est sur l'ensemble des Disney. Mais là, ils avaient évoqué qu'il y avait plusieurs milliards qui arrivaient en investissement. Bah là on les sent, quoi. Ah oui, on continue évidemment, je l'ai pas dit, mais le 27 novembre il y a Vaiana 2 qui arrive et voilà, bon c'est un 2. Et il va y avoir l'adaptation du Greatest Showman qui va sortir en pièce de théâtre. Et en pièce de théâtre, il y a également Hercule qui va sortir à la fois en pièce de théâtre et à la fois en spectacle d'attraction chez Disney. Hercule, c'est à Londres et The Greatest Showman, c'est aux US. Voilà, les pièces de théâtre. Ce qui gagne des flouses. Un spectacle qu'on produit une fois et après, pium. Maintenant que je vous ai parlé de Disney et de leur plan pour gagner des thunes, eh bien je vais vous parler de NBC qui, à eux, ils ont été très contents parce qu'ils ont gagné plein d'argent. Et grâce à quoi? Grâce aux Jeux Olympiques. Alors pourquoi je vous parle de Jeux Olympiques dans une vidéo qui est ciné-série?
2 jours parce que ça me fait un peu plaisir. Et aussi parce qu'en fait, ça va avoir un gros impact sur les plateformes de streaming. Il y a eu un gros investissement, un gros pari de certaines plateformes, et donc par exemple Max en France, sur le fait qu'ils allaient acheter plus de contenu sportif ce mois-ci, de mettre beaucoup d'argent sur la table pour récupérer les JO, et moins pour faire des ciné et des séries. Et les Jeux Olympiques, pour ceux qui ne sont pas des curieux de ça, ce qui était mon cas avant ces Jeux Olympiques-là, eh bien, les Jeux Olympiques, les courbes d'audience ne faisaient que chuter. Et le pic le plus bas, c'est Tokyo. Alors, pour les Jeux Olympiques d'été, et alors les Jeux Olympiques d'hiver, c'est encore pire. Les audiences ne faisaient que baisser. Les revenus publicitaires ne faisaient que baisser. NBC avait perdu de l'argent. Les audiences étaient tellement basses que les publicités qu'ils avaient vendues avant du coup, les Jeux Olympiques de Tokyo, ils avaient dit, voilà, on va vous mettre des millions de spectateurs devant les écrans. Ils n'avaient même pas pu les mettre et ils ont dû ensuite ramer et mettre sur leurs autres contenus de NBC les publicités pour pouvoir arriver à ce qu'ils avaient promis aux différents annonceurs. Qu'en est-il de ces Jeux Olympiques? Est-ce que c'est un pari réussi et du coup on va avoir plus de sport sur les plateformes de streaming, ou est-ce un pari raté? Eh bien, je pense que vu que vous n'êtes pas aveugle comme moi, c'est la folie. Les Jeux Olympiques cette année, c'est les Jeux Olympiques de plein de records. Alors évidemment de médailles pour nous Français, Cocorico, c'était stylé. Et, mais aussi en audience. C'est-à-dire qu'en audience, alors là au moment où j'enregistre, on est un petit peu tôt. C'est vraiment les premiers chiffres qui sont sortis. Mais ça fait depuis, par exemple sur les finales de basket hommes qui ont l'air, aux chiffres qui sont sortis aujourd'hui, ça a eu l'air d'être le plus gros record d'audience de ces Jeux Olympiques hors cérémonie d'ouverture. Ils annoncent qu'il y aurait eu 22,7 millions de spectateurs uniquement devant le match des finales de basket France contre États-Unis. D'ailleurs, félicitations aux Français, parce qu'il ne faut pas qu'il soit triste. Notre ami Wembanyama, il a eu une médaille d'argent. Quand il se balade, combien de personnes autour de lui ont eu des médailles d'argent de Jeux Olympiques? Je pense pas beaucoup. Alors vous allez me dire, ses collègues de NBA, il y en a qui ont eu des médailles d'or. Vous n'aurez pas tort. Mais faut relativiser. La France aux JO, aux Jeux Olympiques en médaille d'argent de basket, c'était ouf. Et j'ai envie de dire, pour l'avenir, on croit à la médaille d'or. Mais pour terminer, et donc pour vous donner une idée, il faut revenir à 1996, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, où il y avait une pseudo-Dream Team. Je dis pseudo-Dream parce que ce n'était pas la Dream Team comme on la connaît. Il y avait Barkley, Pippen et Shaquille O'Neal notamment, et ils avaient fait 25,8 millions d'audience. Donc, il faut vraiment remonter à une époque où les gens regardaient beaucoup plus la télé qu'aujourd'hui pour retrouver des audiences aussi fortes. Donc, c'est un très, très, très gros succès d'audience. Ils estiment que, encore une fois, toutes les stats ne sont pas agrégées de toutes les chaînes, de tout, mais on estime qu'il y a 32,2 millions d'Américains qui regardaient en live la cérémonie d'ouverture. Pour vous donner une idée, donc les Américains, ils ont représenté, c'était 32 millions à être présents. Les Français, c'est 24 millions. Alors j'ai cru comprendre que ces chiffres agrégeaient les spectateurs qui ont regardé en replay et que si on compte que du live, on serait plutôt vers les 22 millions. Mais en gros, donc on a représenté. Franchement, la France a représenté en audience sur ces JO. Et du coup, en fait, tout ça, ça dit quoi? Ça dit que NBC disent... Mais c'est le message du patron d'NBC, c'est vraiment genre on a fait péter les thunes, puisque, je sais pas comment vous dire autrement, parce que les messages c'était on a excédé toutes les attentes, visiblement toutes les publicités vendues sont parties tellement vite qu'ils ont eu du rap de publicité à envoyer, qu'ils ont vendu plus cher que ceux qui avaient acheté avant. Donc ces JO ont été un succès colossal. Alors pour la petite anecdote, c'est pas notre territoire, mais qui est dans les personnes qui a payé les pubs très cher pendant les Jeux Olympiques pour pouvoir les placer à la dernière seconde? Eh bien, il y a le camp des démocrates aux États-Unis, puisqu'ils ont changé de concurrent de boxe pour la présidence américaine.
Et du coup, et donc l'ancienne vice-présidente Kamala Harris qui s'est du coup présentée, et elle a dû donc acheter ses pubs très cher pour passer à ce moment-là. Et du coup, en fait, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que beaucoup de personnes attribuent le succès de ces Jeux Olympiques au fait que les plateformes de streaming, entre autres, et pas que, hein, parce qu'il y a eu le même système sur les différentes chaînes câblées. En gros, ils ont essayé de diffuser tous les JO, tous les matchs en permanence pour tout le monde. Sur les plateformes, c'est très facile de regarder ça, puisque vous cliquez sur basket, vous cliquez sur volley, homme, femme, vous regardez votre replay ou votre live. Et en fait, il y a une espèce d'osmose qui s'est trouvée entre ce gros événement sportif que sont les Jeux Olympiques et les plateformes de streaming. Et du coup, non seulement ces JO à Paris vont être considérés comme un très gros succès commercial et d'audience, mais aussi ils vont clairement être vus comme le pic absolu à aller chercher pour gagner des abonnés. Donc d'ici 4 ans, je pense qu'on va pouvoir s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de sport. Alors on le voit, il y a de plus en plus de combats autour de qui va diffuser la Ligue 1, Roland-Garros, la NBA, etc., etc. Mais les plateformes vont sans doute se combattre de plus en plus durement pour avoir du sport. Et c'est vrai que dans nos catégories films, ciné, séries qu'on a sur nos plateformes habituelles, je pense qu'il serait pas surprenant de commencer à avoir de plus en plus de sport, quitte à ce qu'il y ait carrément des plateformes qui commencent à se spécialiser. Je ne serais pas surpris par rapport à ça que Paramount peut-être essaye d'aller chasser là-dessus. Max a eu un tellement gros succès, je pense que ça va faire partie maintenant de leur ADN. Disney aux États-Unis a ESPN. ESPN a récupéré les droits dans 1 an de la NBA. Donc on peut imaginer, d'une grande partie de la NBA, donc on peut imaginer que vraiment nos plateformes vont être très différentes, que les abonnements du coup vont être différents, puisque souvent le sport se vend plus cher. Donc j'ai envie de dire, nous verrons ça très vite. News House of the Dragon. House of the Dragon, le showrunner a un peu adressé la polémique autour du dernier épisode. Je ne vais pas vous spoiler, donc je ne vais pas vous la refaire, mais globalement, il a expliqué que si cette fin de saison est comme ça, c'est tout simplement parce que, en fait, en milieu de développement de cette saison 2, ils ont refait les lignes de rythme de qu'est-ce qui se passait à chaque saison, qu'est-ce qui se passait en temps fort dans les différents moments, et qu'ils ont préféré avoir le temps, comme on a pu avoir sur cette saison 2, où le temps final est retombé, en tout cas la tension retombe, pour avoir un rythme très fort sur cette saison 3 et saison 4. Ça, c'est ce qu'il dit. Moi, je pense que pour bien comprendre ce qu'il dit, il faut se remettre en tête que juste à la fin de la saison 2, il y a eu l'officialisation qu'on passait de 5 à 4 épisodes. Et je pense qu'effectivement, ils se sont dit que peut-être ils voulaient resserrer l'histoire et que d'un seul coup, il s'est retrouvé entre 2 tribulations, on va dire, sur ce dernier épisode. Et ils ont préféré assumer de dire c'est du teasing, on se reverra plus tard, pour avoir une saison 3 et une saison 4 beaucoup plus rythmées. C'est un choix à assumer. On va dire que là, ça va être un peu qui tout double. Si la hype n'est pas de nouveau présente sur House of the Dragon saison 3, ils auront du mal à passer le cap qui, je pense, manque à la série. D'un point de vue audience, j'ai envie de dire mainstream. Parce que là, vraiment, on a retrouvé la qualité de GOT sur les derniers épisodes. On va voir très vite. Et voilà, la vidéo est terminée un peu abruptement, mais je me suis rendu compte que j'avais fini mes news d'un coup. J'espère que ce côté un peu monologue ne vous a pas trop déplu. L'ami Ker revient de vacances d'ici peu. On vous a préparé plein de vidéos qu'on a tournées un peu en avance des vacances à la fois de Ker et de moi. J'espère que ça vous fait plaisir, parce que pour nous, ça nous a représenté pas mal de temps de prépa. Merci à Daniel d'ailleurs pour les montages, qui a fait beaucoup de montages ces temps-ci. Et j'ai envie de dire, le mot de la fin va à notre lutin des montagnes préféré. Bisous à toi, mon cher Ker. Eh ben, merci pour toutes ces news, mon cher Greg. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci pour votre soutien, vous connaissez la chanson, c'est très important. Navré de ne pas avoir été là, je prends jamais de vacances, mais là j'avais grand besoin, mais j'étais quand même là avec vous depuis les sommets.
Merci à Greg et à Daniel d'avoir assuré en mon absence. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.